Bonjour et heureux de vous retrouver dans Caritas en partenariat ce mois-ci avec l'Alliance pour les droits de la vie, cette association fondée en 1993. Certains la connaissent bien déjà, elle entend faire valoir dans notre société, notre culture, le respect de la dignité humaine et Dieu sait s'il y a du travail aujourd'hui dans ce domaine. Promouvoir la dignité humaine par l'écoute de ceux qui sont en difficulté, par la réflexion et par la sensibilisation des politiques et auprès de nos institutions. Nous retrouvons Tuc Duhalderville, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie, alors que votre association a entamé déjà une nouvelle tournée de sensibilisation cette année en France. Déjà Amiens et Caen, Metz, Montpellier, Perpignan, Paris, Bruxelles, c'est à venir. Avec une interrogation, maîtriser la mort, c'est une question intime. Ma mort, celle d'autrui, celle de mes proches, une question angoissante, douloureuse, sereine parfois, une question politique aussi. Oui, c'est tout ça à la fois. C'est un sujet intime. La mort nous concerne tous. Et en même temps, c'est pas banal. On ne meurt qu'une fois. Et puis effectivement, en ce moment, les enjeux politiques sont cruciaux. Et notamment à un an des présidentielles, il y a quelque chose qui est en train de se jouer de l'ordre de la pression. Et il faut vraiment que ceux qui défendent la dignité de la personne jusqu'au terme naturel de leur vie, de sa vie, soient présents dans le débat. C'est pourtant une question difficile à aborder en soi. C'est difficile. Oui, d'abord, on n'a pas forcément envie de regarder. Est-ce qu'on peut regarder la mort en face? C'est pas si sûr. Mais il ne faut pas éluder le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de confusion à lever pour pouvoir avancer vers l'accompagnement des personnes respectueuses de leur vie. Tout au long de cette émission, nous discuterons avec Karine Brochy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, de l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles, l'IEB qui sensibilise l'opinion à travers des ateliers, des conférences, organes de veille également sur ces questions de bioéthique en Belgique. Vous animez sur RCF à Bruxelles l'émission Éthique et moi. La Belgique qui a légalisé l'euthanasie il y a déjà quelques années. Vous nous apporterez ce regard extérieur pour, au fond, faire prendre conscience aux Français qu'ils ont encore la chance de pouvoir à la fois décider sur ces questions-là. Oui, lorsqu'on regarde ce qui se passe en France, c'est vraiment un émerveillement de voir la résistance des Français, de certaines associations, notamment l'Alliance pour les droits de la vie, par rapport à cette force qui voudrait que l'euthanasie passe en France, alors qu'en Belgique, c'est passé, et puis voilà, on est là, on subit, on commence à voir les dérives. Et vous allez nous raconter tout cela. Anne-Marie Trébul, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des soins à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, dans le 15e, établissement de soins palliatifs. La mort n'est pas un échec à la médecine. Et peut-être que cette affirmation, les médecins eux-mêmes, le milieu médical n'en a pas suffisamment conscience. Alors, dans le milieu traditionnel, non. Milieu médical traditionnel, non. Pour travailler en soins palliatifs, quel que soit l'endroit où on travaille, il faut vraiment être persuadé de ça. La mort n'est pas un échec, sinon c'est invivable. Devant la mort, c'est certain, la mort imminente, on ne peut plus se payer de mots. On est mis à nu violemment parfois. Je crois que c'est le quotidien, c'est votre quotidien, Anne-Marie. Je vous propose justement une plongée dans votre univers, dans le sillage du réalisateur Frédéric Chaudier. Pour son film, il a posé ses caméras à la maison Jeanne Garnier pour donner à voir ce que lui-même il a reçu. Voici un extrait des Yeux ouverts. Pousse un peu les rideaux, ou je laisse grand ouvert. Fermez. Je ferme. Ce qui vous agace, c'est qu'on s'occupe de vous. On s'occupe beaucoup trop de moi. Vous étiez quelqu'un, vous n'avez pas l'habitude de tout ça. Ouais, exactement. Ça pour vous, c'est dur à accepter. Ah oui. En tout cas, M. Perbel, ça j'ai bien reçu votre message. Donc ça, vous inquiétez pas, ça je vais en faire part tout à l'heure aux transmissions. Ça fait combien de temps que vous êtes malade, M. Perbel? C'est-à-dire? Depuis 14 ans. Depuis le 14? Le 14 mars. Donc c'est récent. Donc il y a tout ça aussi. Tout ce cheminement qui n'a pas eu le temps de se faire. Bon. Allez, à tout à l'heure. Je reviens dans 5 minutes pour vous dire ce qu'il y a.
je vais le voir, je peux venir là où vous voulez. On vous a présenté la maison de quelle façon, l'établissement? Au bon endroit. Moi, je n'avais pas très envie parce que tous les gens que j'ai vus entrer ici, c'était en soins palliatifs. Alors, ils me disaient que moi aussi c'était ça. Ça allait peut-être d'ailleurs. Donc, ce que vous aviez envisagé, c'était en cas de... Moi, j'ai rien envisagé, je ne voulais pas venir en soins palliatifs. Si c'est bien ça. J'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous? La fin des haricots. Quand on vient en soins palliatifs, donc ça veut dire que la maladie, on ne va pas la guérir, hein, mais ça veut dire aussi que tout ce qui est autour de la maladie, c'est-à-dire sur lequel on va pouvoir agir, c'est-à-dire tous les symptômes, votre confort, on va faire un maximum pour l'améliorer, pour le soulager. Et chez certains patients, on peut avoir une stabilisation de la maladie. Je veux dire, il peut y avoir aussi des patients qui, c'est pas parce qu'on vient en soins palliatifs qu'on n'en ressort jamais. Il y a des moments, il y a des rémissions, il y a des patients qui retournent chez eux et qui ont la possibilité de revenir. Hein, c'est pas une condamnation, les soins palliatifs. Difficile, hein? Alors, en le pressant, Anne-Marie, on est plongé là dans cet univers de la maison médicale Jeanne Garnier, ce qui est votre quotidien au fond, que quand la mort se pointe, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est, on voit bien cette relation, hein, mais il n'y a pas grand-chose à dire, à la fois pour les personnes, pour leurs proches, et beaucoup de questions qui se posent. En fait, c'est pas forcément dire, parce que dire, ça voudrait dire qu'on a la vérité. Or, on apprend en soins palliatifs qu'on n'a pas la vérité. Par contre, c'est écouter. Les patients et les familles ont énormément de choses à nous dire. Il faut donner cet espace de discussion possible. On s'étonne d'ailleurs que cette patiente, elle découvre qu'elle est en soins palliatifs. Et au fond, elle ne veut pas être en soins palliatifs. Elle dit que c'est la fin des haricots. Hein. C'est peut-être ce que beaucoup pensent, d'une certaine manière. Alors peut-être, nous, on a une règle d'or qui est... les malades nous sont adressés par un médecin d'un hôpital X ou Y ou du domicile. Et on a comme règle d'or de ne jamais mentir aux patients. Parce que mentir, c'est couper la communication. Je pense qu'il le sentirait, au moins inconsciemment. Par contre, encore une fois, on n'a pas la toute-puissance et on n'a pas le droit d'imposer au malade une vérité qu'il n'a pas envie d'entendre. Donc c'est-à-dire parce que souvent on dit qu'on cache des choses, ou en tout cas qu'on ne dit pas toute la vérité. Alors, et en fait, du coup, on place la vérité, notamment de la part du médecin, comme étant un élément essentiel de la confiance. Alors moi, je ne parle pas de l'amont. En amont, c'est difficile quand vous êtes cancérologue, que vous avez un sentiment d'échec quand votre malade ne peut plus guérir. Par contre, quand ils arrivent chez nous, on ne va pas leur dire « Coucou madame, vous arrivez en soins palliatifs, votre espérance de vie est tant de temps ». On l'interroge, comme essaye de le faire Françoise dans le film, pour savoir ce qu'elle connaît exactement et ce qu'elle a envie de savoir. Et après, tout le travail, c'est de cheminer avec le malade et la famille pour avancer. Et si on a des malades qui sont dans le déni, leur mode de fonctionnement, c'est de dire « je ne suis pas malade, je ne vais pas mourir, je vais encore guérir », eh bien, respectons-le. C'est une manière de s'accrocher à la vie, d'une certaine manière. C'est peut-être une manière de s'accrocher à la vie pour eux. C'est peut-être ce qui leur permet de tenir face à leur famille. En tout cas, on n'a pas la réponse. Et Tugdual, ça reste la fin des haricots quand même, d'une certaine manière. Oui et non, parce que la vie continue et c'est ça qui est si précieux dans ces lieux de soins palliatifs, ou aussi dans les lieux où on accompagne les personnes de manière respectueuse, c'est que la vie est toujours là. Et de mettre une étiquette, l'étiquette mourant par exemple sur le visage de quelqu'un, c'est l'exclure de la vie. Et au fond, ce qu'a bien dit Anne-Marie Trébulle, on ne sait pas. On ne sait pas l'échéance, on ne sait pas ce qui va se passer. Et consentir à cette incertitude, ça c'est un des enjeux majeurs en fin de vie. Aussi bien, je crois, pour les soignants que pour les proches, que pour les personnes elles-mêmes. C'est laisser, à chaque jour suffit sa peine, laisser advenir ce qui doit advenir, toujours prendre soin. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de la toute-puissance qui serait de fixer des échéances, qui d'ailleurs sont tout à fait déjouées. Dans les statistiques, on voit que les médecins, quand ils fixent des échéances, se trompent quasiment systématiquement. En tout cas, c'est une question extrêmement intime. Ah oui, bien sûr. Extrêmement personnelle, extrêmement profondément enracinée dans la personne.
Qu'est-ce que vous espérez à travers cette tournée, à travers cette réflexion autour de la maîtrise de la mort, maîtriser la mort, point d'interrogation? Qu'est-ce que vous espérez en fait faire jaillir comme réflexion, comme genre de réflexion? On souhaite énormément de choses. On souhaite rassurer et consoler. On souhaite éclairer les consciences sur un certain nombre de sujets. On souhaite envoyer, si possible, plus de personnes dans des lieux où ils se formeraient à l'accompagnement des personnes, notamment dans les grands mouvements qui recueillent des bénévoles, qui les forment, qui les sélectionnent, bien sûr, en soins palliatifs. Il y a vraiment un enjeu de solidarité qui est extraordinaire dans notre pays. Et puis on souhaite aussi une prise de conscience en faveur des soins palliatifs et puis contre l'euthanasie, car aujourd'hui les mentalités sont troublées. Une majorité de Français ignorent ce que sont réellement les soins palliatifs. Une majorité croit que les soins, l'acharnement thérapeutique n'est pas proscrit, alors qu'en fait la loi prévoit bien de ne pas... il y a toujours cette peur que la médecine va nous emmener au-delà de ce qu'on souhaiterait, d'une certaine manière. Il y a au fond un gouffre de malentendus. Et souvent, au niveau à chaque fois des situations personnelles, entre des proches, des familles, des soignants, des malentendus très forts. Et puis au niveau de la société, le malentendu principal, c'est que la plupart des Français croient que pour échapper aux soins disproportionnés, c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, il faut se tourner vers l'euthanasie. Et là, vraiment, la culture, au-delà même des unités, des équipes mobiles, mais la culture des soins palliatifs mérite d'être promue et déployée. C'est vraiment une urgence sociale pour nous. Karine, est-ce que pour vous, il y a un malaise autour de la mort, que ce soit en Belgique ou ce que vous observez en France? Tant la vraie mort est occultée, elle s'étale partout, dans les feuilletons télé, policiers du soir ou que sais-je au cinéma. Mais la vraie mort, celle qu'on a pu, entre guillemets, percevoir, ou du moins approcher à travers ces images tout à l'heure, des yeux ouverts, du film de Frédéric Chaudier, est-ce qu'elle est occultée pour vous? Alors, ce qu'on voit dans les feuilletons n'est peut-être pas vraiment la vraie mort. Elle est rapide, elle est par un héros. Et puis bon, ce qu'on vit dans les centres de soins palliatifs, c'est tout différent. C'est la vraie vie, et puis accompagnée à travers la mort. Et donc ça, c'est tout à fait différent. Une réaction, Anne-Marie? Oui, en fait, moi je suis frappée par ce qu'on voit à la télé en ce moment, c'est-à-dire que ce sont des émissions policières très bien tournées, mais la mort est violente, brutale et inattendue. Ce que nous, on a, enfin, le commun des mortels, on va, en dehors des accidents de la voie publique, mais on a souvent des maladies qui sont évolutives, chroniques, donc la famille peut se préparer, et on arrive à des paradoxes qui sont... Parfois, la mort est trop rapide, donc en fait, on n'a pas le temps de se préparer et c'est un vrai choc pour la famille, pour le malade aussi, bien sûr. Soit, au contraire, le malade, avec beaucoup de guillemets, traîne, et du coup, les familles sont désemparées parce qu'elles pensaient que ça allait être comme à la télé, ça allait venir rapidement. On l'a transféré en soins palliatifs, il doit mourir tout de suite. Et non, on a chacun notre rythme de vie, on a chacun notre rythme qui nous emmène vers la mort. Et c'est vrai qu'on a cette idée, souvent on se projette, on souhaiterait de mourir dans telle ou telle condition, on se fait une idée de la mort, mais c'est vrai que tout change, notamment par exemple à l'annonce brutale d'un diagnostic par le médecin, la vie qui peut déjà ne plus ressembler à la vie, envahit des investigations médicales, des examens intrusifs. Je vous propose d'écouter le témoignage du docteur Mirabel, qui est médecin cancérologue à Lille. L'annonce d'un cancer, cela fait partie de son métier. Il y a beaucoup réfléchi. Xavier Mirabel préside l'Alliance pour les droits de la vie. Toutes les annonces qui conduisent à des deuils, au fond, l'annonce de la mort prochaine, mais aussi l'annonce de la récidive d'une maladie grave, sont des annonces extrêmement difficiles. Et en même temps, le soignant est dans sa mission. Après ça, ce qui est difficile et en même temps, ce qui est aussi tellement fondamental, c'est que cette annonce est accompagnée d'une disponibilité qui doit la suivre, pour que derrière l'annonce et le contre-coup, l'espèce de tsunami qu'elle implique, la personne souffrante se sente écoutée et puisse à ce moment-là poser ses questions, qu'on puisse reformuler, qu'on puisse avoir ce temps qui est tellement indispensable pour que les choses puissent avancer. C'est de trouver cette entente qui permet qu'au fond, soignants et soignés soient sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait pas de décalage énorme entre les espoirs des uns et les possibilités des autres. Un de nos gros problèmes aujourd'hui, c'est que, je ne sais plus les chiffres, mais 80% des Français meurent à l'hôpital et quand vous les interrogez, l'immense majorité dit vouloir mourir chez lui dans son lit. Et donc, il y a un décalage incroyable entre ce qui est vécu et puis nos aspirations les plus profondes. Donc comment est-ce qu'on peut rectifier ça? Alors évidemment, c'est plus compliqué à l'hôpital de trouver de la sérénité, de trouver du temps, de trouver de l'écoute, même si dans certains contextes, en particulier dans les services de soins palliatifs, les soignants se sont organisés pour que ça soit possible. Ça devrait être possible à la maison, entouré d'une famille, avec un médecin généraliste, avec des soignants de ville. Une des difficultés, c'est la fragilisation des familles qui rend cet accompagnement
aujourd'hui plus difficile qu'autrefois à la maison. Il y a des grandes inégalités en France et je pense qu'un des grands scandales autour de la fin de vie, c'est celui-là au fond. Hein. C'est le fait que certaines qualités de soins ne soient pas disponibles partout. Donc c'est une question de priorité, quoi. Est-ce que notre priorité, c'est de se lancer dans une médecine hyper technique qui a du bon, bien sûr, il ne s'agit pas de la remettre en cause. Je crois qu'il y a un bon sens à ne pas perdre et un juste rapport entre une médecine qui doit être dynamique, moderne, qui doit chercher, qui doit se moderniser, et puis en même temps qui ne doit pas oublier, qui ne doit pas abandonner, qu'au fond, toute une part de son activité, c'est une médecine assez traditionnelle de soutien aux personnes les plus âgées, les plus démunies, les plus fragiles. C'est étonnant de voir comment on parlait de la mort et on en vient, et le docteur Mirabel l'évoque, on en parle du coup de la médecine et la manière dont la médecine elle-même pratique le soin. Anne-Marie. Alors, en fait, il y a quelque chose de décisif, il y a un enjeu décisif là, déjà, dans la manière de percevoir la fin de vie. Oui, il y a un avant et un après l'annonce. Ça, c'est clair, et tous ceux qui sont proches de malades qui ont une maladie grave savent que voilà, on ne peut pas être le même quand on sait qu'on a une maladie, même si beaucoup de cancers même si des malades atteints de cancer sont guéris, il y a quand même un avant et un après pour eux parce qu'ils ont vu l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Il y a une chose qui me frappe et que je retrouve chez Xavier Mirabel, c'est qu'en fait, le danger de notre société, c'est de relativiser tout. Alors on a commencé à créer, donc on est vivant, quand on est vivant, on est, je caricature, mais jeune, en bonne santé, en pleine possession de ses moyens. On est mort, et maintenant on est mourant. Et mourant, c'est entre les deux, on ne sait plus trop, on n'est plus vraiment vivant, et on n'est pas encore mort. Et le danger d'avoir cette troisième catégorie d'être vivant, c'est de se dire, à partir du moment où on est mourant, on peut faire quelque chose qu'on ne ferait pas à un être vivant. Et là, j'ai envie de crier « attention danger », parce que très souvent, on caricature les soins palliatifs en disant ce sont des mouroirs. Venez visiter tous les centres que je connais, ce sont des lieux de vie. Et il y a de la vie jusqu'au dernier moment, vraiment jusqu'au dernier souffle. Et qu'est-ce qui nous rendrait aveugles à ce point pour ne pas la voir, cette vie ? Peut-être pas telle qu'on la rêverait, certes. Alors déjà, on est dans un idéal, c'est pareil, il faut faire attention entre mon idéal de la bonne mort, parce que voilà, on en a tous mourir chez soi, entouré de ses enfants. Mourir chez soi, c'est peut-être mon idéal, mais est-ce que c'est celui de ma famille? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes tout bêtement matériels qui font que je ne pourrais pas mourir à la maison? Est-ce que j'ai pas une peur au dernier moment d'être abandonnée par la médecine, alors qu'à l'hôpital, j'ai plus de chances d'avoir des soins? Donc il y a cette divergence. Et en fait, le terme qui me vient, c'est l'ambivalence. On est tous extrêmement ambivalents. On a envie de mourir à la maison, mais on va vite à l'hôpital. On a envie que ça s'achève. Alors, je donne souvent cet exemple, mais qui nous marque, parce que ça nous arrive assez fréquemment. On a la chance à Jeanne Garnier d'avoir des bénévoles, une grosse équipe de bénévoles, qui sont les représentants de la société civile qui vient rendre visite aux malades. Et les malades peuvent dire des choses à des bénévoles. Les bénévoles ne vont pas être des acteurs de soins. Et donc, certains malades disent aux bénévoles « mais j'en peux plus, je suis fatiguée, je voudrais que ça s'arrête ». Et le médecin vient les voir 5 minutes plus tard, et au médecin, ils vont dire « ah, n'oubliez pas, docteur, j'ai rendez-vous avec mon cancérologue dans 3 mois, et il faut absolument que j'y aille ». C'est pour moi assez bien la traduction de cette ambivalence qu'on a. Je veux vivre, j'en ai assez. Et il faut que je puisse dire les deux. Il faut dire qu'on est dans une situation un peu paradoxale. Il y a à la fois des avancées des sciences médicales dont on se réjouit, qui font que l'espérance de vie s'est considérablement allongée en Europe occidentale. Et en même temps, on n'assume plus du tout la fin qui dure, ou la fin du grand âge, ou la fin dans la maladie. Est-ce que notre société, au fond, est encore déboussolée par cette évolution ? D'un certain côté, j'ai envie de dire qu'elle a énormément progressé. Par exemple, la lutte contre la douleur, qui est intégrée aux soins palliatifs, mais qui ne résume pas les soins palliatifs, a progressé de manière fondamentale, avec des grilles d'auto-évaluation, avec des pompes à morphine, etc. Le docteur Mirabel disait tout à l'heure, c'est pas accessible partout de la même manière sur l'ensemble du territoire français. Bien sûr, mais d'une certaine, on peut dire peut-être qu'on meurt mieux en France qu'on n'a jamais fait. C'est en tout cas la thèse de Robert Ackerman qui a écrit ce livre sur l'ultime injustice. Mais en même temps, et vous avez raison, on est un peu perdu parce que la mort n'est plus socialisée. Je pense que autour de la présence auprès de ceux qui vont partir, mais on ne sait pas quand, et autour aussi des rites de deuil, il y a une sorte de telle peur, il y a un escamotage de beaucoup de choses qui fait que effectivement la mort devient un fantasme ou un projet, mais c'est pas un projet, c'est à vivre au jour le jour. Et là, il y a quelque chose peut-être à revoir dans notre société où on ne visite plus vraiment et où on ne voit plus vraiment, on ne touche plus vraiment aussi après la mort ceux qui nous ont quittés. Il y a des morts qui sont trop rapides, vous le disiez tout à l'heure, Anne-Marie, et en même temps, pour ceux qui l'ont expérimenté, il y a des morts qui sont aussi trop longues, accompagner un mourant ou quelqu'un en fin de vie, où
d'une certaine manière, les proches peuvent espérer la fin la plus brève possible parce qu'il faut tenir la présence, pour ceux qui ont fait le choix de la présence. Au fond, c'est insupportable pour qui, la mort? Pour celui qui est en train de mourir, pour les soignants ou pour les proches? Alors, chaque cas est unique. C'est pour ça que vraiment, pour nous, chaque patient est unique, chaque famille est unique. Donc, on ne peut pas faire de généralité. Je vais me permettre d'en faire une quand même. Je pense qu'aucun soignant qui a travaillé dans des services dits un peu difficiles, où il y a des patients qui ont des pathologies lourdes, aucun ne peut se vanter de n'avoir jamais trouvé qu'une situation était insupportable. Et c'est ça le danger, en fait. Enfin, voilà, moi, très honnêtement, il y a des patients pour lesquels je me disais, mais pourquoi? Quel sens ça? Mais l'avantage, on ne peut pas travailler avec des patients en fin de vie, et même dans les autres services, je pense que c'est dangereux, tout seul. On a besoin d'une équipe. Et quand on est en équipe... Ça, c'est vrai pour les soignants, c'est vrai pour les proches, au fond. C'est vrai pour les proches aussi, mais alors déjà pour les soignants, l'équipe c'est important. Si moi, pour une raison qui m'est personnelle, aujourd'hui je ne peux plus m'occuper de ce patient parce que ça me renvoie trop de choses, c'est difficile, eh bien je vais passer le relais à quelqu'un d'autre. Et si le malade me met en difficulté, je vais en parler. Alors, on a énormément de temps de transmission dans les soins palliatifs. Transmission, c'est-à-dire ces réunions? Des réunions des staffs, en fait, où tout le monde est présent. Le médecin, l'infirmière, l'agent hospitalier, quand on il y a de la communication. Exactement, on se parle. Et quand on se parle, on désamorce des bombes. Autrement dit, vous pointez du doigt le fait qu'en ne restant pas seul, d'une certaine manière, c'est la société, la petite société médicale de votre établissement qui prend en charge quand quelqu'un flanche dans sa manière d'accompagner la vie jusqu'au bout. Enfin. Et puis on comprend mieux les choses à plusieurs. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un et plusieurs cœurs valent mieux qu'un. Ça dit bien la responsabilité de l'ensemble de notre société face à quelqu'un en fin de vie qu'un individu a besoin d'être entouré, d'être porté, quand bien même il y a des situations extrêmement difficiles. Je crois que la solidarité joue à plein à ce moment-là. Dans un acte d'euthanasie, là, on règle les choses mécaniques, froidement, tandis que dans un service de soins palliatifs, c'est l'humain dans le plus beau, dans le plus profond, le cœur qui peut, je dirais, se donner et aimer jusqu'au bout. D'où est venue cette idée moderne d'euthanasie? Ça a existé, on sait bien, même dans l'Antiquité, qu'on pouvait se donner la mort presque comme une libération pour certains philosophes. Mais d'où est venue cette idée moderne d'euthanasie, Karine? Alors là, il y a quand même une différence entre se donner la mort et demander à un médecin de vous donner la mort. C'est quoi la différence, au fond? Alors, le suicide est tout à fait... C'est juste, je suis plus en mesure physique de le faire, mais je le souhaiterais. Oui, le suicide est une chose, mais impliquer la liberté du médecin en lui demandant de vous donner la mort, c'est tout à fait différent. Je crois que il faut faire vraiment mettre les choses au point à ce niveau-là. Et ce qui se passe en Belgique avec la dépénalisation de l'euthanasie engage et met à mal la confiance patient-médecin. C'est-à-dire la personne qui rentre à l'hôpital, peut-être se posera la question, est-ce que ici je vais me faire euthanasier ou pas? Le médecin, peut-être, se dira, quand est-ce qu'elle va me demander l'euthanasie? Donc, on est dans un cadre déjà bien strict, où la confiance est abîmée. Ça, c'est une chose. Et la solidarité est conditionnée. La possibilité de l'euthanasie ne permet pas, à mon avis, aux soins palliatifs de se donner à plein, comme on le voit en France. Il y a une priorité. Ici, en France, on met le paquet sur les soins palliatifs, tandis qu'en Belgique, on a peut-être tendance à se retrancher sur l'économiquement, je dirais, plus viable de l'euthanasie. Voilà. Donc, dans un pays où il y a... C'est horrible de dire ça, d'ailleurs, hein. C'est absolument, c'est catastrophique. Et donc, dans un pays où il y a la possibilité de demander l'euthanasie, est-ce qu'on mettra la priorité sur la douleur? Je prends soin de toi, je te promets de faire tout pour que tu ne souffres pas, et je mets le paquet, et aussi au niveau budgétaire, donc c'est une décision politique, sur les soins palliatifs. On voit en Belgique les soins palliatifs qui pleurent, qui sont à genoux, parce qu'on ne leur donne pas
les moyens financiers pour prendre soin de chacun. On va revenir sur cette question budgétaire dans un instant, mais je voudrais quand même ne pas oublier ma question. D'où est venue cette idée moderne d'euthanasie, en fait? Quand est-ce qu'elle a ressurgi et pourquoi aussi fortement, Tugdual? Face à la douleur, l'insupportable, la souffrance? Oui, je pense que c'est la rançon des progrès de la médecine qui, peut-être technicisée à outrance, aurait pu avoir tendance à donner l'impression de saucissonner les personnes. Alors c'est la rate du numéro 28 et le résultat, la personne, où est-elle? Sa prise en charge globale. Donc c'est en cela d'ailleurs qu'une réponse globale qui prend en compte la personne et toutes ses attentes et qui prend le temps de l'écouter, eh bien, écouter éventuellement son impatience. C'est très rare demandes de mort qu'il peut y avoir, et qui viennent plus souvent d'ailleurs des proches, voire des soignants. Eh bien, en l'absence de cette écoute attentive, la peur, l'angoisse surgit. Et je crois que beaucoup de nos expériences douloureuses et difficiles en fin de vie font le lit de la demande d'euthanasie par ignorance, par peur, par contamination aussi, parce qu'il y a une contamination. Quand une personne se fait euthanasier, je pense à Vincent Humbert par exemple, d'une façon qui nous a paru à nous très injuste, parce qu'il faut revoir exactement la réalité de la vie de Vincent Humbert, telle que notamment son kinésithérapeute, nous nous révélons dans notre tournée, le dit. Eh bien, d'autres personnes ont dit « et alors et moi ?» Et moi aussi, ça va m'arriver, et moi, est-ce que ma vie vaut le coup d'être vécue? Et donc, il y a effectivement une culture, au fond, de toute puissance et de projet. Peut-être qu'aussi le jeunisme, je dirais le règne de la publicité, réussir ses projets, alors projets d'enfants, le côté très sélectif aussi de notre société, conduit en fin de vie à se dire finalement, je suis plus rien, je suis une déchéance, je suis inutile. Et donc, le regard social porté sur la dépendance a tendance à exclure. Ce n'est bien plus que des choix individuels ou des demandes individuelles. C'est une question sociale globale. Hein. Quelle place aux plus vulnérables parmi nous? En tout cas, vous avez raison de citer le cas au regard de celui de Vincent Humbert ou même de Chantal Sébir, qui sont des cas médiatiques de demande d'euthanasie, qu'il y a des milliers de personnes qui font le choix de la vie. Et justement, je vous propose de retrouver Marie-Annick Pavageau qui nous livre un témoignage de courage, de ténacité, d'amour. Frédéric Jakovlev est allé à sa rencontre. Alors, sentez bien qu'il y a un fluide là qui passe dans le dos. Les contours d'une vie sont parfois difficiles à dessiner. Chapitre 1, la différence. Pour cela, il faut d'abord accepter d'aller jusqu'au tréfonds de son âme. Marie-Annick incarne nos peurs, nos angoisses. Sentez que le dos est bien en appui sur le siège. N'ayons pas peur des mots, elle est notre cauchemar. Si le cerveau fonctionne, son corps lui est inerte, presque mort depuis 30 ans. Et pourtant, Marie-Annick est bien vivante. 11 mars 1982, elle a 28 ans. Jeune mariée, elle a une petite fille de 2 ans. Elle descend dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Elle ne remontera jamais. Suite à un accident vasculaire cérébral, elle se retrouve totalement prisonnière de son corps, un légume. Un état neurologique appelé syndrome d'enfermement, lock-in syndrome. Elle va passer 3 ans alitée, incapable de faire d'autres mouvements que celui de la paupière pour communiquer. Les médecins pronostiquent sa mort. Marie-Annick choisit la vie. Essayez de crier un petit peu. Ah. Oh. Oh. Eh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Marie-Annick ne le dira pas par modestie. Elle est pourtant comme un tennisman de haut niveau qui doit gagner balle après balle un championnat. Une femme très belle. Oh, le chef avait une femme très belle. Lutter au quotidien pour réapprendre l'évidence et surtout connaître ses nombreuses limites. En 84, je commençais à mettre des sons et faire des phrases au bout de 3 ans. Maintenant, au sein d'entretien, j'essaie de faire des phrases, de faire comprendre, de lire des textes, le temps encore limité, un tel défi, arriver comme tout le monde. Être comme tout le monde, ne pas voir la différence comme une pathologie, mais construire sa vie tout simplement. 30 ans après le drame de l'AVC, Marie-Annick et Joël, son mari, égrènent les pages d'une vie bien remplie. Les vacances en Israël, au Portugal ou en Chine. L'histoire somme toute assez banale d'une famille française. Chapitre 2, une histoire d'amour. Vous êtes consciente de ce que vous lui devez à votre mari aussi? Oui. Non. Et attends-toi.
mais je ne sais pas d'ailleurs si ça doit se poser en notion ce que vous lui devez. Je pense que c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas là, on est embarqué dans le même bateau, c'est tout. Bon, c'est elle qui est comme ça aurait pu être moi, et puis voilà. Et puis sans doute que moi aussi j'ai mes propres problèmes. Quand on se marie, on se promet assistance. Ah oui, quand on se marie, on se promet assistance. Ah, voilà. Il ne faut pas faire compliqué. Il ne faut surtout pas compliquer les choses. Elles le sont suffisamment d'elles-mêmes. Donc, il faut les prendre et savoir comment, enfin, essayer de les simplifier. Marie-Annick a souhaité ne pas passer sa vie à l'hôpital. Joël, lui, cadre supérieur, a continué à travailler. Pour ne pas se transformer en garde-malade, le couple a embauché une assistante de vie chargée des repas, des soins, de la toilette pendant la semaine. Rien de simple pour autant. Car sans doute plus qu'une autre vie, cette vie, il faut la vivre, la porter, la supporter. Là aussi, il faut laisser parler ses instincts. À quoi bon vivre finalement? Chapitre 3, un témoignage. Mais sinon, vous regrettez cette vie que vous avez eue? Non. Pas du tout. C'est différent. C'est positivé. C'est comme ça. C'est témoigner. Que c'est possible. Que la vie est différente. Mais qu'il y a beaucoup quand même. Qu'il faut des voir différemment. Marie-Annick, c'est l'éloge de la lenteur. Qu'est-ce que tu veux? Il lui faudra plusieurs minutes pour arriver à attraper sa souris. Si les affaires ne sont pas à la bonne place... Autant pour trouver une lettre sur le clavier. Dans une société du mouvement, une société basée sur l'efficacité, la production, son témoignage, c'est celui de notre propre humanité. L'attention au plus faible. Une flèche qui se tourne à départ vers la lumière, vous voyez. Et c'est sans doute aussi la prise de conscience d'appartenir à l'espèce humaine. C'est peut-être cela ce que le couple souhaite transmettre. L'espoir malgré la crise, la vie tout simplement. Vous voyez, on est comme les canards, nous aussi, on est toujours ensemble. Hein, comme pareil, de la même manière. Voilà, merci à Marie-Annick et à son époux de nous avoir accueillis parce qu'au fond, ils nous montrent à la fois leur témoignage, ce choix de la vie, et en même temps le fait qu'il y a une foule d'anonymes qui se battent pour vivre autant qu'ils le peuvent et qu'il n'y a pas seulement que ces grands cas médiatiques qui nous sont présentés. Qu'est-ce qui peut contribuer au fond à faire basculer le choix du côté de la vie, Tuc Dual? C'est l'amour, là on le voit. C'est l'amour, et c'est vrai que souvent les situations que j'ai étudiées d'ailleurs de près autour de Vincent Habert, Chantal Sébia, etc., on s'aperçoit qu'il y a de l'isolement, il y a des ruptures. Et il y a de l'amour aussi. Oui, mais il y a de l'isolement. Vincent Habert dit bien qu'elle aimait. Oui, certes, mais le papa n'était pas là, et elle a été débordée aussi par tout ce qu'elle a dû faire sans avoir d'autres soutiens. Et puis Vincent lui-même avait des ruptures affectives assez violentes, et Chantal Sébia, même chose, de nombreuses ruptures. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a Maya Simon aussi qui s'est fait euthanasier en Suisse avec Dignitas. Bon, elle disait « je suis seule, je suis seule ». Et est-ce que la solitude peut être la raison de la mort? Ça, c'est une question très très forte. Et on le voit aussi, ensuite, il y a l'accueil du temps. Et moi, je trouve que c'est une leçon par rapport au temps. Nous qui n'arrêtons pas de courir, de surfer sur nos iPhones, Internet, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui sont obligées de prendre le temps et ils nous enseignent quelque chose. Ceux qui sont en fin de vie, très souvent, obligent leur environnement, finalement, à casser les repères qu'ils avaient d'un temps toujours performant et à abandonner un peu de cette toute-puissance. Et ça, c'est une des très, très belles leçons qu'ils peuvent nous donner. Moi, je l'ai vu avec mon propre père qui a fini sa vie à Jeanne Garnier, et à quel point, certes, on avait une impatience à un certain moment que les choses évoluent, mais justement, il est mort vraiment à son heure. Et la veille, il avait vu encore son frère, et puis mon fils aîné, et puis il s'était passé des choses. Et on a découvert finalement que c'était jamais totalement innocent, que le temps naturel, le temps le plus lent que ce qu'on aurait peut-être imaginé, eh bien c'était vraiment celui qu'il nous donnait pour vivre les choses de la manière la plus paisible possible. Ça, c'est une très belle leçon. Karine.
Je crois que ce que Tugdual dit est tout à fait vrai. Prendre le temps pour aimer. Lorsqu'on veut maîtriser sa vie, on met une date, une heure, par exemple, pour pratiquer l'euthanasie. Alors, tout le monde se tient... C'est le cas en Belgique, hein, c'est oui, comme ça. Oui, alors tout le monde, on prend rendez-vous, on dit, OK, c'est pour dans une semaine, et on le marque dans l'agenda. Tout le monde est convoqué pour dire un au revoir sur mesure. Et à ce moment-là, les pardons, l'au revoir, eh bien, on ne prend pas rendez-vous pour le vrai pardon. On doit mûrir un pardon, on doit mûrir un au revoir. La mort, c'est comme un accouchement, quelque part. Bien sûr, on peut provoquer un accouchement, mais l'accouchement naturel, voilà, c'est tellement beau quand ça se passe, quand ça nous est donné. Eh bien, pour la mort, je crois, la mort sur demande, on loupe pas mal de choses, notamment Et en même temps, pour la certains famille. vous diraient, Karine, mais moi je préfère être entouré par mes enfants parce qu'ils seront libres, et on le sait, on en a la certitude à ce moment-là. Oui, on peut être entouré, faire chemin pendant un certain temps en service de soins palliatifs, chacun à son tour. Dans l'amour, l'amour prend le temps. L'amour a des chemins qui ne sont pas planifiés. C'est là où il faut que le cœur se dilate d'une certaine manière, Anne-Marie. Vous devez bien le voir, le vôtre, enfin celui des soignants que vous accompagnez, paramédicaux, infirmières, mais aussi ceux des familles. Hein. Oui, je pense que dans tous les services, on a envie de prendre le temps de s'occuper des malades. On ne devient pas infirmière, aide-soignante de façon anodine, c'est parce qu'on a envie de s'occuper de l'autre. Et je rebondis sur ce que disait Tugdual tout à l'heure, on n'a pas envie de s'occuper de la rate de quelqu'un, on a envie de s'occuper de la personne. Voilà. Dans les services hospitaliers traditionnels, on n'a plus le temps. Ça court tout le temps. Il y a la pression, il y a sûrement une pression économique forte. Et donc, du coup, réduction du personnel. Hein, oui, je compatis beaucoup pour eux parce que je pense qu'il y a une énorme frustration. Enfin, moi, j'ai eu une vie professionnelle avant de venir à Jeanne Garnier. Et c'est vrai qu'on est frustré quand on ne peut pas prendre ce temps. Nous, on a la chance de pouvoir le prendre. Donc, pour les soignants, c'est quelque chose d'important. Pour le malade aussi. Et pour les familles, pour rebondir sur ce que disait Karine, on a des familles qui sont en grande souffrance. Quand vous allez perdre quelqu'un que vous aimez, c'est difficile. Le fait d'avoir du temps, nous, ça nous permet d'avoir des familles qui parfois sont extrêmement agressives. Ça arrive, hein, on n'est pas dans un monde idéal. Parce qu'elles sont en souffrance. Et dire leur agressivité, c'est leur permettre aussi d'exister. Et donc, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent avancer, cheminer en parallèle avec leurs malades, pas toujours au même rythme. Et je suis très, très marquée parce qu'on a des familles qui sont difficiles, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a des situations qui sont compliquées. Et on a des lettres de remerciement parfois qui sont incroyables, parce qu'on pensait avoir peut-être manqué quelque chose ou se dire que la famille était partie insatisfaite. Et en fait, passé le choc du deuil, on a des remerciements mais qui nous touchent mais énormément parce qu'ils sont, j'allais dire, presque inattendus. Quoi de plus naturel, au fond, que de vouloir éviter l'épreuve ? Je reviens sur cette question de maîtriser la mort, point d'interrogation. Au fond, on peut comprendre à la fois qu'on est invité à aller plus loin en vous écoutant, en écoutant Marie-Annick, et la peur, l'angoisse du passage, hein, qui l'on soit, ça arrivera un jour. Provoquer la mort, c'est une immense violence. Parce que c'est au fond convoquer son environnement à cautionner cet acte, à le pratiquer ou à le faire pratiquer. Mais ça arrivera un jour ou l'autre de toute façon. Mais qu'est-ce qui reste derrière si c'est moi qui l'ai pratiqué ? Entre la conscience paisible et tranquille de celui qui, malgré la peine, l'épreuve, a assisté au chemin jusqu'au bout de celui qu'il aime, et puis la conscience troublée de celui qui a demandé l'acte ou cautionné l'acte ou assisté aussi simplement à un suicide, parce que le suicide, on le sait, fait des dégâts considérables dans les cœurs et dans les familles. Mais certains vous diront c'est parce que vous êtes dans un modèle chrétien. Ah non, pas du tout. Laissez libre les autres de faire comme Luc Ferry, par exemple, qui ne se revendique pas du christianisme, est à nos côtés pour lutter contre la passée de l'euthanasie. Badinter aussi, Robert Badinter a pris position fermement aussi, en disant à partir du moment où on transgresse cet interdit du meurtre, on commence par prétendre que les gens sont libres alors qu'ils sont poussés peut-être par leur environnement, et puis ensuite, et on le voit, eh bien on va le demander pour ceux qui n'auront rien à dire. Donc il y a vraiment un choix de société qui est de l'ordre vraiment de l'humanité. Karine ? Alors, je crois que la mort de quelqu'un ne concerne pas
uniquement que cette personne, que ce soit dans le cas d'un suicide ou même une euthanasie, une personne meurt, la famille est concernée. Nous avons eu le cas d'une personne en Belgique, Jeanne, qui s'est fait euthanasier, normalement plus ou moins, mais pas forcément dans le cadre de la loi. Le fils a trouvé une lettre sur la table de chevet, il a été appelé, votre maman a été euthanasiée. Eh bien, la petite fille de cette dame se trouve mal actuellement. Alors, c'est pour dire, ça ne concerne pas qu'elle. Toute sa famille en souffre et mettra de très très longues années, à mon avis, à s'en remettre. Comment ça se passe précisément justement en Belgique? Vous nous avez dit quelques éléments au fur et à mesure de notre échange, de notre discussion. Mais comment ça se passe? Combien de temps après cette dépénalisation de Nous sommes à peu près, on va fêter entre guillemets les 10 ans de la loi dépénalisant l'euthanasie en Belgique. Donc, vous avez déjà un peu de recul. Quel est votre regard sur ce qui se passe sur la pratique? Alors, il y a à peu près 800 à 850 euthanasies par an en Belgique. Mais ce chiffre ne fait qu'augmenter. Au début, je crois que le politique nous a vendu, je dirais, la dépénalisation de l'euthanasie en disant il faut absolument une loi pour éviter la clandestinité, une loi bien stricte et un cadre bien strict que l'on va contrôler, et notamment avec une commission d'évaluation de l'euthanasie. On peut constater que 10 ans après, ce cadre n'est, à mon avis, pas tout à fait respecté. Je pose la question, comment se fait-il qu'en 10 ans, presque 10 ans, aucun médecin n'ait jamais été condamné? Comment se fait-il que les médecins, où on sait très bien que l'euthanasie s'est faite en dehors du cadre de la loi, pourquoi il n'est pas condamné? Il y a de plus en plus, au fond, de clandestinité ou du moins de cas qui ne sont pas complètement légaux, enfin qui ne rentrent pas complètement dans le cadre de la loi. Absolument. Ça s'explique d'ailleurs sur le plan au fond, psychologique. L'interdit étant tombé, eh bien, plutôt que de s'embarrasser de la paperasserie administrative assortie à l'acte, eh bien, les médecins se croient autorisés à le faire. Et on le voit aussi bien en Hollande qu'en Belgique, où l'euthanasie clandestine a pris des proportions extrêmement croissantes. Et avec par exemple, aux Pays-Bas, en Flandre, une énorme proportion d'euthanasie clandestine, non déclarée. Et ça, c'est reconnu par les pouvoirs publics. Et alors, je pose la question aussi, notamment aux Belges qui pourraient nous regarder. Quels sont les Belges qui sont au courant de ce cadre, justement, permettant la dépénalisation de l'euthanasie? Nous ne sommes pas au courant, nous sommes peut-être un peu anesthésiés déjà. L'euthanasie se pratique en dehors du cadre de la dépénalisation. Et voilà, ça passe. Et le politique, on lui fait confiance. Nous ne réagissons pas. Nous ne sommes pas comme en France, avec des associations qui montent au créneau et qui disent non, pas d'euthanasie des personnes démentes. Parce que les propositions de loi sont là. Des personnes handicapées ou même euthanasie d'un bébé handicapé à la naissance. Tout ça est en train de travailler Une terrible dérive, en fait. la Belgique. Les dérives sont là. Et en Hollande, tu il y a dois une juste en un proposition de mot, loi précisément justement sur la France. On pensait, et Karine le dit à l'instant, que c'était derrière nous qu'il y a eu cette loi sur la fin de vie en 2005 et qu'au fond, la question, la tentation de l'euthanasie était vraiment derrière nous. Et on a revu au mois de janvier revenir cette proposition de loi proposée par des sénateurs de différents partis politiques, revenir sur cette question. Alors est-ce que ça va revenir et comme le flot de la marée, ça va finir par nous envahir d'une certaine manière? C'est un énorme risque. Bien sûr, on s'inscrit dans l'espoir qu'on va réussir à faire basculer les choses, pas tout seul, mais avec beaucoup d'autres, et aussi avec le mouvement des soins palliatifs, dans le sens de la raison. Il y a quand même très peu de pays au monde qui ont légalisé. Dans ces pays, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, pour la Hollande, a noté toutes les dérives déjà. Donc nous espérons qu'au contraire, on verra ces pays comme, pardon pour la Belgique, mais comme régressifs sur ce plan, hein, même si on aime nos amis belges, et que par conséquent, la voie française et d'autres, de la plupart des pays, sera une voie positive. Mais c'est vrai que la proposition de loi du Sénat qui a été rejetée de justesse, prévoyait des euthanasies de manière très large, souffrance psychique, des gens pas forcément en phase terminale. Et on s'apercevait en regardant de près... Encore une fois, à nouveau, il y a ces cas d'école, ces cas très médiatiques qui entraînent la compassion et derrière, tout un tas de dérives potentielles qui sont dangereuses, en tout cas dont vous pointez le danger. Je voudrais qu'on poursuive dans cette émission et peut-être pour continuer à réfléchir autour de la fin de vie, autour de la mort. Il faut réapprendre à apprivoiser la mort, à ne plus l'escamoter, en tout cas quand elle nous arrive, nous, réellement, mais à la vivre pleinement, redéployer les rites funéraires et agir avec espérance. C'est au fond la mission du service catholique des funérailles. C'est un reportage de Valérie Lussang.
Paroisse Saint-Hippolyte dans le 13e arrondissement à Paris, au mois de novembre dernier. Luvanaï est mort à 82 ans, emporté par la maladie. À l'église, comme au cimetière, les textes sont lus en franco-vietnamien et malgré la distance, toute la famille s'est réunie pour accompagner le défunt en sa dernière demeure. 5 mois après, pour Minh, si l'absence de son frère est évidente, elle n'est pas pour autant douloureuse. Au Vietnam même, on prépare ses funérailles longtemps avant la mort. Et dépasser l'âge de 75 ans, je lui ai dit que selon la tradition, on préparait toujours d'avance, parce qu'on ne savait pas ce qui arrivait. Et il était d'accord parce qu'il a déjà vu ça dans ma famille. Donc ça ne lui a fait pas vraiment peur, quoi. Donc on a vu tout le temps dans notre famille que les grands-parents préparaient tout ça d'avance. Préparer son départ de cette terre, rien d'anormal ou encore de choquant pour Minh. Dans la culture vietnamienne, la mort et ses rites ne sont pas cachés. Pour ses propres funérailles, par exemple, cette ancienne infirmière a déjà tout réglé. Oui, ça y est, tout est fait. Même les textes, l'évangile, les textes, tout est fait. Et quand on prépare d'avance, au moment même, on partira tranquille. Partir tranquille, c'est aussi le souhait de Jeanne. Sans enfant et seule, Jeanne a décidé elle aussi d'organiser ses obsèques pour avoir un enterrement comme elle le souhaite, nous confie-t-elle. Alors, j'ai sécuritisme. Est-ce que j'avais envoyé une lettre? Mais oui, alors on n'a pas eu de réponse. Vous n'avez pas eu de réponse et moi... Au service catholique des funérailles, Jeanne vient régler les dernières formalités à son contrat obsèques. Les bénévoles rencontrent 3 types de démarches. D'abord des gens seuls, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas été mariés souvent, et qui sont très inquiets, qui se disent « qui s'occupera de moi quand je vais mourir ?» D'autres cas, ce sont des gens dont les enfants ont laissé tomber l'église, le bon Dieu. Ils se disent « oh, ben, nos enfants vont nous enterrer un peu n'importe comment. Nous, on veut absolument passer par l'église. » Donc, ils viennent nous voir. Et le 3e cas, les familles se disent « nous, on ne veut pas que nos enfants aient de soucis quand on partira sur le plan matériel. » Donc, ils prévoient tout à l'avance, ils veulent payer leurs obsèques et tout organiser pour que leurs enfants n'aient qu'à les pleurer et prier pour eux. Que les obsèques soient organisées ou non, le service catholique des funérailles milite pour que la mort et tout ce qui l'entoure ne soient plus dévalorisés. Pour Christian de Cacré, il faut redéployer les rites funéraires. Lorsqu'un décès survient dans une famille, ce qui est très frappant, c'est de constater combien le chaos règne dans les esprits. Et on voit bien que les rites contribuent à structurer ce chaos. Qu'est-ce que c'est que ces rites? En fait, c'est un parcours. Ce parcours consiste à mener celui qui est décédé jusqu'à sa dernière demeure. Et ce qui est extrêmement important de réaliser, c'est que ce parcours physique préfigure un autre parcours qui est celui du deuil. Le lieu des vivants ne peut être confondu avec le lieu des morts. Ou alors, il y a de façon très primaire, très intrinsèquement humain, une espèce de confusion, une espèce de... Vous savez, c'est les fantômes, quoi. C'est-à-dire, c'est cette réalité du défunt qui n'est pas parti, qui est toujours là et qui hante notre quotidien. Donc ce rite, en quelque sorte, d'affectation au cimetière par le lieu de dépôt du corps est très important. Faire face à la mort, aujourd'hui dans la société actuelle, la tendance est plutôt de fuir pour ne pas souffrir. Pourtant, redonner à cet événement une dimension collective, c'est aussi permettre aux familles de mieux vivre le deuil. Voilà, lutter contre la confiscation de la vraie mort d'une certaine manière, redéployer les rites, c'est la proposition du service catholique des funérailles. Je me tourne vers vous, Tuc Dual. Au fond, on voit bien que ça demande à la fois de la force, du courage, de l'engagement, de sortir de l'isolement. C'est bien ce qu'on a compris. Il fallait que les proches soient autour de la personne, mais qu'autour des proches, il y ait des soignants, qu'autour des soignants, il y ait un cadre législatif, donc autrement dit la société. On le retrouve aussi, j'allais dire, une fois qu'on a fait le passage du côté de la mort. Mais qu'est-ce qui nous rendrait plus fragiles, plus vulnérables aujourd'hui face à la mort, alors même qu'on voit tous les progrès techniques, peut-être qu'on sait mieux comment ça marche, pourquoi on serait plus vulnérable aujourd'hui qu'hier et pourquoi on serait moins apte à assumer au fond notre humanité? Je pense qu'il y a une question de perte de repères.
Il y a aussi peut-être une question d'éradication de la dimension spirituelle qui est propre à l'homme et qui se manifeste depuis la nuit des temps dans justement les rites funéraires et dans le respect du corps, qui est emblématique de l'espèce humaine. Donc là, il y a un enjeu de civilisation. Soit l'homme se considère fond comme un animal, soit il se considère vraiment comme porteur de sens et porteur de la question du sens de la vie qui est absolument majeure. Et là, effectivement, l'accompagnement de la mort change. C'est un critère au fond de civilisation. Il y a une responsabilité en tout cas de chacun, bien vivant, à réfléchir à cela, Karine. Moi je dirais, dis-moi la façon dont tu vis et je te dirai comment éventuellement tu mourras. Donc la façon dont on vit sa vie, et notamment par rapport à la question de la souffrance, même si on n'est pas malade, les efforts, l'attention à l'autre, eh bien, nous dira comment on peut éventuellement attendre et souhaiter un cadre de mort. Moi, je crois que j'insiste près de mes enfants pour qu'on réfléchisse à notre mort. Sereinement, mais voilà, c'est peut-être un exercice à faire et voir aussi comment, avec un cœur de compassion, on peut accompagner nos parents. Ça, c'est essentiel de voir comment, toi que j'aime, je vais aller avec toi jusqu'au bout du chemin. Anne-Marie, le mot de la fin pour vous. En fait, en entendant tout ça, je crois que les repères sont perdus aussi parce qu'on n'aime plus la vie. Et pour bien vivre sa mort, il faut avoir vécu avant et, si possible, aimer la vie. Alors, elle est difficile, c'est pas simple, mais c'est une chance qu'on a. On n'a pas de deuxième chance. Et vraiment, voilà, aimons-la, vivons pleinement et on pourra entourer les autres et se préparer plus facilement, si c'est possible. Un grand merci à tous les trois d'avoir été présents au cours de cette émission. Prochaine étape bien concrète pour retrouver l'Alliance pour les droits de la vie. Montpellier le 6 juin à la salle Nogaret, Perpignan le 7 juin au Palais des Congrès, le 8 juin au Casino de Paris où vous retrouverez notamment Christian de Cacré, mais aussi Anne-Marie Trébul, directrice des soins à la maison médicale Jeanne Garnier. Merci encore pour votre présence. Et puis le 9 juin à Bruxelles où vous retrouverez Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique. Ce sera l'Institut libre Marie Apps et puis bien sûr Tugdual qui assure toutes ces soirées. Un mot, puisque vous avez besoin de financement, Tugdual. Oui, merci beaucoup à tous ceux qui peuvent nous aider effectivement à apporter à l'Alliance les moyens d'agir sur ce sujet, sur les enjeux aussi de bioéthique et de début de vie, aider les femmes enceintes en difficulté. Bref, on a un panel d'actions qui se multiplie à mesure que l'actualité enfle sur tous ces sujets. Donc, si on peut être aidé davantage, on agira davantage. Voilà, j'espère que vous avez bien noté cette adresse et ce numéro de téléphone pour ceux qui veulent en savoir plus. Je rappelle que, bien sûr, vous pouvez suivre KTO depuis la Belgique, le réseau Belgacom et bien sûr par satellite. Salutations d'ailleurs à nos amis belges. C'est une émission à revoir sur le site internet de KTO. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.